Bonjour, bonsoir à tous, je suis Jérôme FZ et vous êtes bien sur le Morio Show, un petit peu en retard cette fois-ci. En cette soirée du 21 septembre, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Evan. Bonsoir Evan. Salut, bonsoir à tous. Ça faisait longtemps, hein? Ça faisait longtemps et puis je suis très heureux de reprendre cette nouvelle saison du Morio Show avec de nouvelles structures et de nouvelles surprises. Exactement, moi de même. Et du coup, au programme de cette émission, eh bien, un changement de format. Notre pause estivale nous a permis de réfléchir un petit peu notre façon d'aborder l'émission. Et donc, désormais, nous consacrerons chaque épisode du Morio Show à une œuvre en particulier. Et ce soir, nous allons parler de Code Geass. Mais alors, quid de Jojo et Evan ? C'était pourtant la série phare du Morio Show. Ah bah ça, tu peux le dire. On poursuivra effectivement notre exploration de JoJo's Bizarre Adventure là où nous l'avions laissé, avec dès la semaine prochaine une émission consacrée à Steel Ball Run, la partie 7. Rappelez-vous, nous vous avions quitté avec une émission spéciale sur la partie 6, afin notamment d'échanger sur la future diffusion de son adaptation animée. Mais il y a également eu du neuf depuis lors, puisque nous savons maintenant que Hirohiko Araki a décidé de poursuivre sa carrière avec la 9ème partie de son manga, qui portera peut-être le nom de Jojo Land. On vous attend nombreux d'ici quelques semaines afin de vivre ensemble une nouvelle expérience au Morio Show. Parti pour Code Geass. Le Saint-Empire britannicien poursuit sa conquête du monde à l'aide de sa technologie avancée, les Nightmares. Ces machines destructrices à forme humaine ont fait tomber le Japon, devenu alors colonie de Britannia sous le nom de Zone 11. Les Japonais perdirent tout, leur territoire, leur drapeau et même leur nom. Devenus ce que l'Empire appelle des nombres, ils sont rejetés et redoutés en tant que Elevens. Mais face à cette puissance n'amenant que la guerre, la violence et la corruption, un jeune homme doit se dresser à leur rencontre et va lever une armée. Lelouch vit Britannia, prince déchu, adopte le masque de Zero, leader de la révolution. Son objectif est clair, protéger sa sœur Nanali et se venger de sa mère assassinée dans son enfance avec l'indifférence de l'empereur. Son obsession est si forte qu'il en détruirait l'Empire, mais en face de lui, sur le trône, se tient son propre père. Et dans un nightmare au blanc éclatant, contrecarrant ses plans, son meilleur ami. Entre les rebelles, les soldats britanniens, les princes héritiers et l'académie où Lelouch est étudiant, la ville de Tokyo devient un véritable échiquier où il devra avancer ses pions avec stratégie, avec sentiment parfois, et avec fermeté. C'est une histoire que vous ne trouverez pas encore dans les manuels scolaires des écoles britanniennes. Mais qui sait, les temps pourraient bien changer. Code Geass, donc, c'est un animé sorti en 2006 au Japon avec deux saisons qui forment un tout d'une histoire originale. Ça a été diffusé et licencié par Kazé en France notamment. Et la diffusion s'est terminée en 2008. Alors bien sûr, il y a eu de nombreuses OAV derrière et de nombreuses œuvres, je vais pouvoir y revenir après. Les scénaristes et le réalisateur, c'est un duo qui travaille pour le studio Sunrise. Il s'agit de Ichiro Okuchi pour le scénario et Goro Taniguchi pour la réalisation. Et en fait, c'est tous les deux ensemble, ils ont fait Planète, qui était un animé d'adaptation de 2003. Et donc, ils ont travaillé ensemble pour la quasi-totalité des œuvres Code Geass qui sortent depuis 2006. Donc ça peut être considéré comme un certain point positif vis-à-vis de la cohérence des intentions et de la fidélité à l'animé original, dans la mesure où c'est le même duo qui travaille sur l'œuvre depuis le début. Alors pour parler un peu du studio Sunrise au Japon, le soleil levant évidemment, c'est Nicky Larson, c'est Cowboy Bebop, et c'est surtout la longue saga Gundam qui aura probablement inspiré justement les animés qu'on verra par la suite autour des mechas, donc ces machines
ces machines un petit peu androïdes avec une reproduction humaine et qui sont pilotées voilà, de l'intérieur. Ça aura sûrement, du coup Gundam, c'est un peu la série qui aura sûrement inspiré les Evangelion, les Code Geass, et puis peut-être le plus jeune aussi qui s'est inspiré sûrement des trois, Gurren Lagann. Donc Code Geass a eu quelques prix, hein, l'anime original a eu quelques prix, notamment à l'Anime Grand Prix 2006-2007 en tant que meilleur animé et meilleur perso masculin. Donc voilà, c'est vraiment un animé qui ressort en particulier. Il y a beaucoup de supports à Code Geass avec des adaptations en manga, des histoires originales, mais aussi des mangas qui racontent des histoires un peu inédites, qui se passent un petit peu en même temps que l'histoire de la série originale. Il y a aussi un roman, des OAV un peu récapitulatifs de l'histoire, et 3 films à un moment qui vont sortir pour préparer un nouveau film en 2019, qui va être en fait une histoire complètement inédite et qui va être la suite directe de ces 3 films récap. Donc c'est pas exactement la suite directe de l'animé, mais comme c'est quand même globalement la même histoire, voilà, on va avoir une histoire inédite avec Lelouch derrière ces 3 films récapitulatifs. Mais alors avec toutes ces œuvres, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'aujourd'hui Code Geass ne semble pas jouir d'une reconnaissance qui est à l'auteur de son succès passé, avec ses prix comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque même si c'est considéré comme un classique de l'animation japonaise, c'est assez peu exploré en fait chez le grand public, des lecteurs de manga et des spectateurs d'animé. J'aurai bien sûr l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et je vous propose dès maintenant de rentrer dans cet univers fascinant avec un petit teaser. Attention les oreilles. Si ça veut bien se lancer, je crois que mon extrait ne veut pas se lancer. D'accord. En fait, il a été lancé depuis le début. Ok, on reprend. Je vais donc vous faire rentrer dans cet univers fascinant avec un petit teaser d'ambiance. Attention, les oreilles. Lancelot, Hatchim! またがこの城兜だ。平然と命をおとりにする。お前はただの人殺しだ。なぜいつも貴様は俺の邪魔をする。どうしてお前は無意味に人の血を流す。貴様さえいなければお前がいるか。コーネリア。クルルギスザクよ。イエス、ヨーハイネス。新宿の鍵をここで。まさかランスロット並みの速さ。もっと見せてくれ私に。おめでとうロイドさん。見たかブリタリア。やっとお前たちと対等に戦える。オールハイレブリターニア。力ある者よ、我を恐れよ。力なき者よ、我を求めよ。世界は我々黒の騎士団が裁く。Et voilà, j'espère que pour ceux qui connaissent déjà, ça vous a permis de vous remettre dans le bain. Et pour ceux qui voudraient découvrir, j'espère que ça vous a déjà un petit peu attiré. Alors toi, Jérôme, tu t'y es intéressé à une certaine période de ton parcours au sein de la culture des animés japonais, n'est-ce pas ? Quel parcours, exactement. Eh bien, je m'y suis intéressé à la suite de Death Note, justement. Je venais de me remettre un petit peu sérieusement aux animés avec l'entrée du lycée. Donc c'était vraiment en 2014-2015. Donc forcément, je venais de voir Death Note pour la première fois. J'avais été vraiment assez impressionné par le côté adulte un peu de cet animé. Tu vois, c'est un peu les premiers animés adultes qu'on peut voir quand on est adolescent et tout. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller rechercher un petit peu sur le net pour voir quelque chose qui pourrait être un peu similaire. Ça arrive quand on finit
quand on finit une série, on a envie de rester un petit peu tout le temps dans la même ambiance. Et donc j'ai regardé. Et donc souvent, je revoyais certains noms qui revenaient. Il y avait Steins Gate, dont on a parlé dans des précédentes émissions. Et puis il y avait Code Geass, qui était très très souvent mentionné, qui était souvent mis en comparaison justement avec Death Note. Et pour faire un résumé très bref, les gens disaient souvent que c'était Death Note mais avec des mechas. Et donc j'ai été piqué, ma curiosité a été vraiment piquée au vif, et donc je me suis dit bah tiens, je vais voir un petit peu cette version futuriste de Death Note peut-être. Et là bah, on l'a entendu même plusieurs fois avec les différents lancements de générique, mais c'était dès le début en fait ça te prend en trip en fait. C'est quelque chose qui prend très peu de temps pour s'installer, pour faire du build-up. Et ça envoie la sauce très très rapidement, et notamment au niveau des musiques dont on parlera un peu plus tard dans l'émission. Ah, c'est vrai que j'ai eu la même sensation que toi, et même quand je l'ai revu récemment pour l'émission, effectivement, les premiers épisodes te placent vraiment dans... Ça avance vite et bien, en fait. Ça avance pas trop vite, mais ça avance vraiment de manière à te faire rentrer là-dedans et à te montrer un petit peu tous les enjeux et les différents parties qu'il y aura, en fait, et voilà, les différents côtés. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai découvert ça un petit peu dans une période d'exploration d'animé. Ça m'est venu un peu comme ça. Je sais pas vraiment qui m'en a parlé, ou j'en ai pas le souvenir, en tout cas, particulier, mais c'est vrai que vis-à-vis de Death Note, on retrouve ces sensations de Battle Mind, en fait, quoi, de plans échafaudés pour réussir à vaincre, avec un côté très mental pour le coup. Donc, pour le coup, même s'il y a beaucoup d'action dans Code Geass, parce que on est quand même dans un contexte de guerre avec donc ces fameuses machines technologiques, et ben voilà, on a en même temps tout ce côté assez galvanisant des stratégies qui s'établissent en direct, comme pour une partie d'échecs justement, et c'est ce qui va être un peu ça va être un petit peu l'un des décors métaphoriques de l'animé, si on peut dire. Alors si on peut placer un petit peu le décor, pour le coup, au premier degré, cette fois-ci, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'histoire un peu d'un empire d'origine britannique, quoi. Donc c'est vraiment l'idée d'un Saint-Empire britannicien, un peu comme il pouvait y avoir le Saint-Empire romain à une époque. Et on est bien sûr en plus là-dessus que c'est un empire qui date d'il y a longtemps. C'est pas comme si c'était une anticipation du Brexit non plus, avec le Royaume-Uni qui se serait détaché de l'Europe, mais c'est un empire britannique indépendant, voilà, depuis longtemps, puisque c'est le 98e empereur qui est sur le trône, donc voilà, il y a un côté quand même très, très ancien, et donc cette fameuse conquête du Japon avec les inspirations qu'on peut avoir d'un royaume anglais, les titres de noblesse, la logique chevaleresque, des répliques très chevaleresques des fois, même aussi de la part de certains personnages, et puis des répliques anglaises même, dans les voix originales, pour Yes My Lord et tout ça. Donc c'est vrai que ça pose le décor, quoi, malgré que ce soit un animé japonais. Et puis on a aussi le décor japonais, Jérôme, on est aussi dans quelque chose d'assez particulier, avec ce côté à la fois traditionnel et moderniste, justement. Ouais, bah t'as cette image du fin stratège qui est caché un peu dans un espèce de bunker, mais en mode féodal un petit peu, avec une construction en matériaux en bois, ce genre de choses. Mais il y a quand même il y a pas mal d'inspiration asiatique, parce qu'on retrouve aussi, c'est toute une géopolitique, et on retrouve aussi la Chine aussi. Et c'est vrai que, en fait, moi je voulais parler un petit peu, par exemple, des costumes, ou de la façon dont les personnages sont stylisés. Et c'est vrai que là on retrouve la différence qu'on a peut-être pas des fois dans certains autres animés. Là, ce qui est cool, c'est que comme ça devient de l'international, on a vraiment on sent les différences de culture, en fait, quand on voit les personnages à l'écran. Et je trouve que c'est assez rafraîchissant.
on sent qu'on s'adresse à d'autres cultures ou Ah oui, ce genre de complètement. choses. Bon, après, bien sûr, il y a quand même cette traduction universelle des langages, hein, comme dans pas mal d'animés, mais Oui, bien sûr. ça, c'est un souci de narration. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette culture de l'international. Et c'est vrai que la première fois quand on nous expose un petit peu cette fresque historique du fait qu'il y a un empire qui colonise le monde, qui s'appelle Britannia, c'est vrai que ça choque un petit peu au début parce que t'as aussi les drapeaux derrière donc, qui reprennent bien le truc. Et on se demande s'il n'y a pas des contextes un peu voilà, de guerre mondiale derrière en termes d'inspiration. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est empreint de différentes cultures. Et, euh, et c'est un peu un what if. What if Oui. la Grande-Bretagne était devenue un empire tout puissant, quoi. Ouais, c'est complètement ça. Parce qu'à côté, on parle aussi de l'Europe. Ils en parlent un petit peu de l'Union européenne comme étant l'échec de la démocratie, donc dans l'idée que ce système social et démocratique serait rongé par la corruption, en fait. Mais c'est un peu tout le sujet de l'animé, puisqu'en fait, la corruption, elle est partout et encore plus dans l'Empire britannique, pour le coup. Enfin, c'est là qu'on le voit assez fort, quoi. Et alors, il y a ce côté aussi moderne qui vient un petit peu. Bah, ça, c'est un peu toute l'histoire du Japon, hein, entre tradition et modernité. On l'a entendu plein de fois, ce titre-là, mais forcément, c'est un animé de mecha, donc on a toutes ces machines avec différents modèles, le Lancelot, comme on a entendu dans le teaser, donc pareil, une référence anglaise, enfin, Roi Arthur et tout ça, mais. Et on en a plein d'autres, les Gouren, toutes sortes de joujoux en fait. C'est clairement des joujoux de scientifiques avec chacun leurs armes spécifiques. Certains ont des boucliers, certains ont des modules pour voler au fur et à mesure. Enfin, il y a toute une logique de construction comme on pourrait vendre des. Enfin, derrière, on voit tout le potentiel de produits dérivés à la Goldorak ou les trucs comme ça, où voilà, tu peux imaginer plein de jouets différents qu'on vendrait à des enfants et ils joueraient avec dans la cour de l'école, quoi. Donc il y a un peu Ouais, ce c'est marrant, côté-là. j'ai pas eu cette dimension-là de jouet quand je l'ai regardé, j'avais pas cet œil-là. Parce que et c'est vrai que, tu vois, les différents chevaliers, un peu, ça m'intéresserait de les avoir de les avoir en statue, quoi. Ouais, non mais c'est surtout que si je dis que c'est un peu des jouets, c'est surtout à cause du scientifique principal de Britannia qui est le comte Lloyd et qui est justement complètement immature. C'est-à-dire ils utilisent tout ça, toutes ces armes pour vraiment pour la guerre, pour des massacres ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on le voit pas d'un œil de jouet vraiment. Mais c'est un petit peu le cynisme ou une forme d'ironie derrière de l'un des types qui a un peu inventé. Enfin bon, ça c'est plus une supposition de ma part parce que c'est vrai que c'est pas clair. On dit pas exactement qui a vraiment développé. Il me semble qu'on précise pas exactement dans l'animé original. Je sais pas si c'est le cas dans les autres œuvres. J'ai pas tout exploré, mais s'ils reviennent un petit peu sur l'origine des mechas, ce sera intéressant de se poser ce genre de questions parce que pour le coup, on a vraiment l'impression que tu avais un moment un trio de scientifiques et ils ont construit ça, mais derrière, ce qui leur importe, eux, c'est vraiment la science, quoi. Et derrière, ce à quoi sert la science, justement, bon, voilà, c'est une autre question. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu dans notre deuxième partie plus analytique. Ouais, donc t'as quand même ce contraste, toujours ce parallèle entre la tradition japonaise et puis la modernité. C'est vrai que c'est assez frappant, mais t'as aussi un autre contraste qui s'établit. C'est entre du coup tout le côté scientifique, tout le côté modernité et une espèce de magie un petit peu dans ce monde qui peut être qui est dévoilée dès le premier épisode. Et je pense qu'on a même un extrait pour ça. Bah, absolument, c'est le Gis. C'est vraiment le surnaturel qui vient
qui vient s'implanter dans la logique politico-combative et politico-humaine en fait de l'anime. Ça donne un peu ça le premier Geass. ルルーシュビ・ブリタニアが命じる貴様たちは死ね Yes, Your Highness! あの日から俺はずっと嘘をついていた生きてるって嘘名前も嘘経歴も嘘嘘ばっかりだ Voilà, le Geass, c'est le pouvoir de l'obéissance absolue, le pouvoir des rois. Et donc, qu'est-ce qui permet ce Geass, Jérôme? Alors, le Geass qui fait sien dans cette scène à Lelouch, c'est un Geass qui lui permet d'ordonner tout ce qu'il veut à une personne. Et c'est quelque chose qui va être vraiment le cœur de toute sa stratégie, de quelque chose qui va être le déclencheur un petit peu de toutes ses motivations envers cet empire qu'il exècre. Et quelque chose qui va être très intéressant à amener au niveau stratégie, puisque comme on en revient au parallèle de Death Note, comme dans Death Note, il y a ce fameux livre qui permet de tuer n'importe qui avec un nom, et qui vient structurer toute la stratégie un peu de Light Yagami autour de ce Death Note. Là, ça va être un peu ça pour Lelouch. C'est un pouvoir qui lui permet vraiment de mettre sa stratégie en place, et qui permet aussi d'avoir tous ces petits cliffhangers, ces petits retournements de situation, ce genre de choses qu'on aime bien qu'on a bien aimé dans Death Note, et qui là refait surface un petit peu avec le Geass, et ça permet vraiment des scènes intéressantes. Comment dire, en termes de retournement de situation, c'est le pouvoir absolu. Et donc à partir du moment où tu entends la musique, tu vois que Lelouch utilise son Geass, ça va être le moment où tu dis ah, c'est bon, il y a quelque chose qui se passe. Oui, complètement. Et c'est ça qu'on aime avec Death Note, par exemple. Oui, c'est vrai. Le Geass, en fait, c'est encore une fois un grand pouvoir donné à un humain, quoi. Un humain qui, cependant, a des ambitions, peut-être des principes et une grande volonté. Et derrière, il a une contrainte, ce pouvoir, quand même. C'est qu'on est obligé d'avoir un contact visuel avec la cible pour pouvoir lui ordonner quelque chose. Donc voilà, faut avoir l'œil ouvert chez les deux personnes, quoi. Et puis, avec cette contrainte-là et avec les possibilités qu'il donne, donc de pouvoir lui obéir à tout ordre, il va quand même réussir à construire des plans plus ou moins élaborés pour quand même tirer parti de ce pouvoir d'une manière plus intelligente encore que un simple ordre en fait donné comme ça directement. Il va créer toutes sortes de par exemple des retards, des déclencheurs, où quand il dit telle phrase, hop, ça déclenche le pouvoir chez quelqu'un qui aura été ciblé justement par le Geass. Donc il va réussir à aller toujours un peu plus loin, et c'est aussi ça qu'on aime dans ce type d'animé, quoi, forcément. C'est important, je trouve, quand même, dans ces systèmes de pouvoir, les contraintes, parce que ça permet de ne pas avoir des personnages qui sont complètement surpuissants. Là, ça va vraiment être des contraintes intéressantes, le fait qu'ils doivent avoir un contact visuel, parce que par exemple, là on est dans un contexte d'animé de mecha, et donc devoir s'exposer en dehors de son mecha pour utiliser son pouvoir, c'est prendre des risques. Oui. C'est prendre des risques énormes, et ça rajoute encore une couche de stratégie, quoi, de complexité.
Oui, bah notamment, oui, exactement. Et puis ouais, il y a tout ce qui est autour de son évolution au personnage. Donc il va avoir une évolution morale dont on va parler tout à l'heure. Pour ce qui est de l'évolution de son pouvoir et la logique de power-up dans les shonen, là du coup, les auteurs vont pas être confrontés à ce problème d'escalade en fait, de puissance, puisque c'est un pouvoir qui va pas évoluer, il va pas spécialement être de plus en plus puissant. Lui, il va mieux le maîtriser. En revanche, il y a quand même la notion de maîtriser son pouvoir, et du coup, il va mieux s'en servir au fil du temps. Mais voilà, il va pas y avoir cette notion d'évolution incessante en fait, et il va même y avoir une logique plutôt négative d'évolution. Et ça, on va laisser le soin à ceux qui voudraient découvrir l'œuvre de le découvrir en regardant l'animé forcément. Et alors Code Geass, évidemment, comme il y a tous ces points-là qu'on aime bien, et puis comme tout animé, et tu sais de quoi je vais parler. Ouais. Il y a aussi malheureusement cette grande part de fanservice. Et ça, bon, c'est toujours. On sait pourquoi ils sont là. Hein, c'est les codes des codes de succès de ce genre de série. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est assez prononcé dans Code Geass. C'est vrai que c'est sortant en fait, parce que vu on va en parler, mais le rythme des épisodes, le rythme des affrontements, ils sont quand même vraiment très bien ficelés, et en fait vous pouvez regarder, hein, si vous voulez essayer de trouver une scène de Code Geass sur YouTube sans vous spoiler non plus, mais en fait tu regardes toute la vidéo d'une traite, parce que c'est vraiment prenant, c'est vraiment bien rythmé, et du coup ça fait bizarre par moments quand il y a du fanservice, encore plus peut-être que dans d'autres séries, parce que ça sort justement de l'expérience de visionnage. Notamment, là, c'est au niveau des personnages féminins qui sont certaines dans des positions un peu particulières dans les mechas. Et puis, il y a ce truc du placement de produits, mais alors là, qui est assez drôle presque, je trouve, sur la série. Parce que c'est un peu intégré dans le lore, quoi. Le fait que ils mangent des pizzas de chez Pizza Hut. Ah oui. Et ça c'est quand même... en fait, c'est dedans, quoi. C'est dans le lore qu'il y a Pizza Hut qui existe dans le monde de Code Geass, quoi. Ouais, non, c'est vrai que pour le coup, placement de produit, je sais pas si c'est vraiment un délire de la part du réalisateur ou si Pizza Hut a effectivement sponsorisé la production, quoi. Mais C'est comme le Dr Pepper dans Steins Gate ou ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que ça fait plaisir de voir du Dr Pepper, mais... mais bon, voilà, c'est vrai que dans quelque chose qui est aussi prenant, ces petits écarts, ça peut froisser quand même, je trouve. Ça peut froisser, ouais. C'est... Après, est-ce que Code Geass n'arrive tout de même pas à quand même bien nous faire entrer dans l'ambiance de par toute sa construction autour. Ouais, c'est effectivement le côté l'aspect un peu qui va nous faire quitter justement cette ambiance-là avec quelque chose qui d'un coup nous fait prendre du recul sur ce qu'on regarde, et c'est effectivement c'est le genre de truc. Bon, ça dérange pas tout le monde, ceci dit. Pour ceux qui aiment bien les animés qui vous tiennent en haleine, là pour le coup c'est vraiment on conseille toujours de le voir et aussi de le revoir, hein, parce que pour ceux qui aimaient déjà, je pense qu'on n'a pas besoin de vous le dire si vous êtes un vrai fan, mais Code Geass, c'est comment tenir en haleine épisode par épisode en faisant fonctionner des ascenseurs émotionnels, et surtout en étant champion dans l'art du cliffhanger, puisque chaque épisode, je pense chaque épisode, avec peut-être quelques exceptions, mais de mémoire j'en ai pas souvenir, mais a cette habitude de faire un teaser à la fin, comme dans tous les épisodes d'animé où il y a le petit teaser à la fin du générique, mais à chaque fois le discours de Lelouch est coupé avant qu'il finisse sa phrase, quoi. Voilà.
On nous enlève les fins de phrase juste pour pas qu'on sache ce qu'il allait dire de plus important à la toute fin de la phrase. Tu vois, c'est un peu comme si tu disais le tueur c'est, et hop, voilà, on coupe l'épisode et on saura jamais ce qu'il a dit, puisque de toute façon, à chaque fois tu penses que l'épisode suivant va direct recommencer sur la même situation, mais non, évidemment, la narration est plus travaillée que ça, et évidemment, on reprend des choses ailleurs, on les refait venir. Donc voilà, ça m'a toujours perturbé, surtout la première fois que j'ai regardé l'animé. À chaque fois, ça crée c'est vraiment l'effet d'un cliffhanger, quoi, vraiment de la phrase coupée à la fin, quoi. Avant sa fin, même. Ah, je n'ai plus Evan. Ah, il n'y a plus d'Evan. Bah si, je suis toujours là. Je pense qu'il est D'accord. temps de nous... de vous passer encore un petit extrait pour... un très court extrait pour vous présenter deux personnages dont on va beaucoup parler dans la prochaine rubrique, pour vous présenter donc le grand rival et à la fois meilleur ami de Lelouch. Donc Lelouch, protagoniste, personnage principal, tout ça. Et Suzaku, Kururugi Suzaku, le japonais d'origine qui va rentrer à l'inverse de Lelouch, qui lui est un prince déchu et qui va se rebeller contre l'empire dont il est originaire. Suzaku, il va rentrer en tant que soldat d'abord au sein de Britannia, et va combattre en fait tout simplement la rébellion parce qu'il a d'autres principes. Et un petit échange entre les deux, ça donne quelque chose comme ça. それよりクルルギツ族、君に聞きたいことがある。日本人とは、民族とは何だ。何？言語か、土地か、血のつながりか。違う、それは心だ。私もそう思う。 Voilà. C'est globalement ce qu'ils ont dit, c'est que Lelouch demande à Suzaku qu'est-ce que c'est que d'être japonais, puisque c'est toute la question de l'identité des japonais qui leur a été volée en fait par l'Empire, puisque c'est devenu une colonie. Et Lelouch lui demande, enfin derrière le masque de Zéro, lui demande qu'est-ce que c'est vraiment d'être japonais. Est-ce que c'est une nation? Est-ce que c'est les liens du sang? Est-ce que est-ce que c'est un titre, un statut? Et évidemment, Suzaku il répond, c'est rien de tout ça, c'est le cœur. C'est vraiment des échanges qui sont très très dramatiques quand même. C'est la même dynamique que les phrases de fin de teaser qui sont coupées. C'est toujours le drama avant tout. Et puis le rythme effréné aussi. Ouais, bien sûr. Eh bien, on va y revenir tout de suite après une nouvelle création de notre part pour notre émission. Et je vais vous proposer dès maintenant ma chronique du jour, ma chronique du soir, ma chronique de l'échec. Bah oui, ma chronique de l'échec parce que ça va retracer en fait mon incroyable quête de samedi dernier qui s'est soldée par un échec. Enfin, en moins au parti. La quête du GIS, la quête de Code GIS. J'avais pour détermination d'interroger les clients d'une librairie spécialisée dans la vente de manga, en tant que consommateur assidu de culture manga et animé, le jour où l'affluence est la plus forte, donc le samedi après-midi. Je remercie par ailleurs le personnel de m'avoir permis la réalisation de ce petit reportage. Mais alors voilà, alors que j'y vais, tout commence ainsi. Voilà, c'est la pluie. J'ai été accueilli par une averse. Alors, bien sûr, la boutique était vide, ce qui m'a tout de même permis de discuter avec le gérant de la boutique et son apprenti, notamment pour relever une fois de plus que les plus grandes tendances sont toujours acquises au shonen dans les ventes, avec en tête de peloton les Jujutsu Kaisen et Tokyo Revengers. Donc même si Code Geass s'est développé au fil du temps sous toutes les formes, à travers des mangas, des OAV, des romans, j'allais vite comprendre l'écart en fait qui se crée entre une grosse série shonen qui mène double front à la fois en manga à succès et en animé à succès, et 2 saisons à succès, mais à l'époque d'un animé de 2006 qui est
depuis longtemps terminé. Voilà ce que ça donne quand je suis allé interroger les différents clients de la boutique. Est-ce que vous connaissez Code Geass ? Ouais, de nom, ça me dit quelque chose. Alors oui, je connais, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas vraiment sauté le pas de le regarder, car déjà je trouve que c'est long et c'est pas trop un univers qui m'intéresse. Code Geass, je le connais de nom. Le style, c'est pas un truc que j'accroche beaucoup. Je pense que le truc qui se rapproche le plus que j'ai dû voir, c'était Guilty Gear, je crois. Mais en soi, non, j'ai ni lu ni regardé. Alors je connais, je n'ai jamais lu ni regardé. Alors, ça fait longtemps que je veux regarder et il y a des gens qui me disent du bien, donc l'histoire est super intéressante, et j'ai d'autres amis qui me disent ouais, j'ai pas pu regarder les 3 épisodes, ça m'a saoulé. Donc bon, faut qu'on se fasse notre propre avis, donc faut qu'on commence à regarder, faut qu'on essaye. Ouais. C'est très décevant. Moi, je cherchais des vrais fans, des passionnés de Code Geass qui allaient me dire oui, il faut absolument regarder cet animé. Et effectivement, il semblerait que ce soit plutôt adressé, ou en tout cas plutôt connu dans l'univers, enfin dans le contexte des puristes, en fait, peut-être de l'animé depuis les années 90, ou des choses comme ça. En tout cas, pour moi qui étais venu collecter quelques avis passionnés de partisans d'un Lelouch ou d'un Suzaku, ben, c'était un échec certain, évidemment. Et ça nous montre un peu la hauteur du défi que nous devons relever ce soir. En tous les cas, si ce sont les séries longues qui plaisent le plus, ce sont aussi celles qui ont le plus de mal à conclure leur récit sans diviser la foule. Parce que sans compter les multiples malédictions qui laissent les mangas inachevés, ces séries longues ont toujours un peu du mal à conclure leur récit. Alors ici, au Morio Show, nous entendons bien vous démontrer aussi la puissance des animés originaux, dont les récits sont tout à fait bien ficelés pour le nombre d'épisodes qu'il a été décidé de produire. Voilà. C'était quand même un échec de ta part, mais une bonne stratégie. Un échec cuisant, et pour le coup, je peux te dire que je m'attendais pas à aussi peu d'intérêt pour Code Geass, parce que moi, ça me semblait vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment regardé parce que ça m'a été suggéré plus ou moins par plusieurs personnes. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, c'était plutôt acquis de connaître Code Geass, et en fait, il s'avère que peut-être à la fois chez les nouveaux lecteurs que peut-être ceux qui sont déjà dans l'univers manga depuis longtemps, c'est pas encore sur le devant de la scène, quoi, comparé à ces gros titres que j'ai cités tout à l'heure. Peut-être parce que le mecha est peut-être beaucoup moins populaire aussi qu'à une certaine époque. Mais ouais, je pense qu'il y a une époque qui a bougé. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même étonnant ce qui s'est dit là sur les différentes interviews, que en fait ils connaissent de nom, quoi, quand même, mais ça reste quelque chose lointain pour eux. Tous les hommes ne sont pas nés égaux. Certains sont nés plus agiles, certains avec une grande beauté, certains sont nés dans la pauvreté et d'autres dans la maladie. À la fois dans la naissance et l'éducation, dans l'étendue de ses capacités, chaque être humain est intrinsèquement différent. Oui, c'est pourquoi les gens se discriminent les uns les autres. C'est pourquoi il y a lutte, compétition et marche inébranlable du progrès. L'inégalité n'est pas mauvaise, l'égalité l'est. C'est dans ce discours que Charles Di Britannia, père de Lelouch et antagoniste principal de la série, nous livre la source des affrontements idéologiques des acteurs majeurs de cette histoire. On découvre alors que figures ennemies comme alliées portent tous le même constat sur ce monde qui va mal. De la valeur d'une vie humaine à la manière de réaliser nos objectifs, Code Geass brasse des questionnements à la fois en micro et en macro sur l'espèce humaine. L'échiquier de Lelouch est teinté de blanc et de noir, mais le monde qu'il s'apprête à renverser comporte une infinité de nuances de gris. C'est bien l'empereur qui le dit, les hommes ne sont pas nés égaux. Et ce qu'il y a derrière, en fait, c'est cette volonté au sein d'un empire de créer un système, voilà, qui va complètement institutionnaliser les inégalités, avec évidemment tous les travers de la noblesse, de
du système impérial avec son aristocratie, avec les différents grades, et qui vont vraiment considérer, c'est ça, enfin c'est les peuples colonisés sont des nombres, des numbers, voilà, ils sont déshumanisés aussi, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, peut-être que tu me reçois un petit peu mieux maintenant, Ouais, je je l'espère. pense mieux. Mais c'est quelque chose qui est assez perturbant, en fait, souvent dans les discours de ce personnage et même des autres, certains autres antagonistes. C'est que, à la fois, ils ont cette vision qui a l'air vraiment unanime, en fait, d'un monde qui va mal. Et ils veulent chacun apporter leur solution. Mais c'est souvent des solutions qui vont les avantager, en fait, qui vont leur permettre de laisser, de garder cette place qu'ils ont, cette place de supériorité. Euh, et lui, à contrario, Lelouch, il est en train de tout sacrifier pour sa mission. Et justement, là, ça va être une thématique assez intéressante. Comme on avait en relation protagoniste-antagoniste sur Death Note avec Elle et Light, là, on a tu as introduit Suzaku tout à l'heure, et Suzaku Lelouch, qui sont amis d'enfance. Ils ont des parcours très différents. Et en fait, ça va vraiment être le blanc et le noir de son échiquier, puisque ils vont avoir chacun le même but, mais avec deux méthodes bien différentes. Et la question, c'est de savoir laquelle est la bonne. Exactement. Et en fait, ils poursuivent le même idéal. Et Suzaku rejette complètement les méthodes des révolutionnaires. Révolutionnaires, armée rebelle, donc dirigée par Zero, qui est donc en réalité Lelouch, mais très peu de personnes ne connaissent la vraie identité de Zero, en fait, au départ, surtout dans la saison 1. Et effectivement, on va avoir ce combat moral, cette idée comme quoi, d'un côté, la fin ne justifie pas les moyens, et de l'autre, il faut absolument tout mettre en œuvre pour l'objectif. C'est vraiment l'objectif qui est très important, l'objectif un peu personnel et à la fois en même temps altruiste, puisque faut quand même rappeler que Lelouch, il fait toujours ça pour protéger sa sœur, pour lui offrir un monde de paix, en fait, un monde où ils pourront vivre ensemble heureux, quoi. Donc c'est vraiment un idéal sensible, quoi, sentimental aussi. Et Suzaku aspire à la même chose, puisque il connaît aussi Nanali, qui est donc la sœur de Lelouch, et voilà, ça va vraiment tourner autour de ces deux-là et de leurs deux idéologies différentes. Et donc, faut rappeler, ce que je veux dire, c'est qu'il faut rappeler que les rebelles sont considérés comme des terroristes, évidemment, par l'Empire, donc avec tous les termes un petit peu de propagande anti-révolte, anti-contestataire, en fait. Et c'est dans cette logique-là, Suzaku va être est plus lucide qu'un simple que quelqu'un qui serait juste sous l'influence des médias. Il voit bien que les méthodes de la violence pour combattre la violence, c'est pas ce qui lui plaît. Cependant, il est quand même touché d'un certain paradoxe lui-même, puisque il est engagé dans l'armée, en fait. C'est quelque chose qui va énormément le retenir. Et c'est assez. En fait, tout à coup, c'est un personnage qui est frustré, quoi. Parce qu'il a des convictions qu'il veut absolument tenir. Mais en fait, la série le démontre, c'est que il ne peut pas y arriver, en fait, parce qu'il lui manque toujours quelque chose. Il se tient toujours à ses convictions. Et on se le dit de toute façon dès le début, dès qu'on commence à comprendre son histoire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, parce qu'il essaye quand même de soutenir. C'est bien d'essayer d'être dans le système et de vouloir le changer de l'intérieur, mais jusqu'à quel point on peut le faire, en fait, parce que là c'est très idéaliste.
sa façon de penser. Et ça nous fait demander jusqu'à quel point on peut espérer de changer un système de l'intérieur, alors que ce système lui-même est complètement corrompu et qu'il y a des instances de pouvoir qui t'empêchent complètement d'agir. Et donc, c'est un peu ce que veut dire Lelouch ou Zéro quand il s'adresse à lui. C'est le fait qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas changer le système de l'intérieur. Et là, pour le coup, il y a des affrontements, ces affrontements idéologiques, c'est un peu de la maturité aussi, je pense. C'est le débat aussi. C'est le débat un peu, voilà, si on peut mettre des termes là-dessus, c'est en gros la réforme ou la révolution, quoi. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que la révolution amène comme dégâts pour aspirer à un autre monde, à une alternative. Et de l'autre côté, au niveau de la réforme, c'est comme tu l'as dit, dans quelle mesure on peut appliquer des réformes si le système qui permet de faire des réformes, justement, est corrompu et n'est plus du tout soit équitable, soit ne donne pas la voix à tout le monde, ou voilà, en fonction du système que c'est, quoi. Justement, tu vois, Suzaku, lui, il essaye vraiment de garder son intégrité, garder ses convictions. Et en face, on a Lelouch qui, lui, est en train de tout sacrifier, hein. C'est la fin justifie les moyens. C'est un petit peu son motto. Et là, en fait, c'est particulier parce que on voit que c'est un personnage qui a des sentiments, mais qui agit d'ailleurs pour une bonne cause. Si on peut essayer de le remettre en parallèle avec Light Yagami. Light Yagami, c'était à la base pour une bonne cause, mais ça a très vite dérapé. Là, il a quelque chose à protéger, Lelouch. Il a un idéal. Et par contre, il va sacrifier ses sentiments, sacrifier son humanité, devoir manipuler des gens. Et je pense que c'est une preuve de motivation, de détermination, en fait, pour son projet. C'est un peu... alors, on peut pas le classifier en tant que shonen, puisque c'est un animé original, mais il y a ce truc de celui qui a la plus grande volonté, la plus grande motivation, gagne. Et là, pour le coup, entre Suzaku et Lelouch, c'est bien Lelouch qui a la plus grande détermination. Et ben, c'est vrai que pour le comparer avec Light Yagami, qui donc lui aspire à aussi pareil, hein, il aspire à un monde sans crime, donc sans criminels. Donc c'est pour ça qu'il se met à zigouiller tous les criminels qui existent. Bon, c'est une méthode qu'elle mérite d'être réfléchie un minimum. Mais enfin bon, c'est assez voilà. Et la différence, c'est qu'effectivement, Light Yagami va, avec son pouvoir entre les mains, va avoir carrément envie d'être le dieu de ce monde, donc enfin le dieu du nouveau monde, ce qui est pas une ambition partagée par Lelouch. Lelouch n'a pas aspiration à être maître, quand bien même il se positionne toujours en leader, mais le fait d'être au-dessus des autres et de commander, déjà c'est parce qu'il a le Geass, donc qui est le pouvoir de commandement suprême, en fait. Donc c'est par ce biais-là qu'il va réussir à atteindre son objectif, c'est en étant le commandant, en fait. Et en plus de ça, se placer en tant que commandant, c'est ce qui va lui permettre la manipulation, toute la manipulation qu'il utilise pour arriver à ses fins, en fait. Et ça, la manipulation, c'est vraiment le grand terme phare aussi associé à ce personnage, quoi, parce que on a un protagoniste qu'on accompagne en tant que spectateur. On a envie de le voir. Enfin, c'est jubilatoire parfois de le voir gagner des victoires et tout ça. Et puis au fur et à mesure des manipulations qu'il utilise, c'est toujours l'idée d'une étape à passer, d'une frontière à dépasser. Voilà. C'est est-ce que tu vas dépasser cette limite-là ?
Et ça, il y a un personnage qui est là pour être un petit peu témoin, j'ai l'impression. C'est la personne qui lui a donné son pouvoir et qui va devenir complice de Lelouch. Donc c'est Shitsu, quoi, qui est une forme d'humaine qui lui a permis d'avoir son pouvoir, en fait, considérée comme une sorcière, en fait, dans l'œuvre. Ouais, c'est un peu un mystère, c'est un personnage mystère un petit peu qui est toujours en retrait, ouais, comme tu dis, qui est là, qui le regarde et qui regarde un petit peu ce qu'il fait. Alors là, on va encore comparer avec Ryuk, le dieu de la mort. C'est un peu ce truc-là, tu vois. C'est le personnage mystérieux qui vient être la source du pouvoir et qui va faire ses commentaires. Bon, après, elle est quand même plus dans le feu de l'action, puisque à certains moments, elle se retrouve même pilote de Oui. mecha. Mais voilà, c'est le personnage clé, en fait, qui détient certaines ressources et certaines informations. Et c'est un personnage même à cacher et à protéger. Et, et d'ailleurs, j'en reviens, mais ce truc de jugement un petit peu, il doit y faire face bien plus souvent, je trouve, quand même, que Light, par exemple, Oui. si on doit comparer. Parce que on a aussi cette double identité qui est plus présente, puisqu'on a l'académie dans laquelle il est. On a ces scènes de vie euh, qui sont assez particulières parce que tu as l'impression que c'est un havre de paix, tout se passe bien et tout, mais en fait, tu sais, si tu devais dézoomer un petit peu, c'est vraiment une zone qui est contrôlée, quoi, et l'académie, et puis tu dézoomes et tu vois la guerre, quoi, autour. Donc c'est un peu particulier, ça paraît vraiment irréel, en fait. Bah oui, oui, l'Académie, c'est un espace particulier. Donc, comme tu l'as dit, Lelouch, il a cette double identité bien marquée entre Zéro et Lelouch, Lampe Rouge, puisque Lampe Rouge, c'est son nom un peu de son nom maquillé, quoi, puisqu'il est pas censé être connu comme étant le prince déchu de Britannia, quoi. Il est caché au Japon avec sa sœur, dans cette académie. Euh, euh, Grâce à tout ça. Et donc, et c'est cette académie, quand on voit un petit peu les différents lieux de la ville de Tokyo, elle se présente vraiment comme un lieu de sécurité, en fait, puisque c'est là où Nanali, sa sœur, elle est en sécurité, justement, elle reste là, voilà, et il y a les amis du club, du bureau des élèves, un petit peu, qui vont devenir un petit peu le côté sentimental de Lelouch, quoi. Ce qu'il faut dire, c'est que Lelouch est conscient de ce qu'il fait quand il fait ses sacrifices, et justement quand on parlait des jugements, c'était ça. C'est lui aussi se juge énormément lui-même parce que il est vraiment conscient euh, de, des barrières qu'il franchit, mais il est obligé pour avancer, il est obligé de rester ferme, en fait, et de laisser de côté les sentiments qu'il va quand même ressentir jusqu'à parfois donner des ordres, les larmes aux yeux, quoi. Et voilà, l'académie comme havre de paix va bientôt être envahie par l'intrigue très vite, en fait. Si dans les premiers épisodes on a l'impression qu'on va partir sur une logique narrative de double vie, comme on pourrait voir, je sais pas, dans différents shonen où il y a à la fois le lycéen et où il se passe des choses au lycée, et puis après il se passe autre chose en dehors du lycée, mais les deux ne se côtoient pas vraiment. Là, pour le coup, l'intrigue va rentrer dans l'académie, vraiment dans tous les sens du terme, jusqu'à même l'occupation de l'académie, euh, et le grave, en fait, va remplacer la légèreté, quoi, de temps en temps, auprès du bureau des élèves, tout ça, pour vraiment pour vraiment montrer ce côté across the borderline, quoi. C'est-à-dire ce côté on traverse toutes les frontières, quoi. C'est-à-dire on sait qu'elles sont là, il y a des frontières qui devraient rester là pour notre intégrité, pour notre santé mentale, mais non, on est obligé de les transgresser. C'est c'est assez choquant, je trouve. De toute façon,
c'est un bon élément à placer et à utiliser, ce genre de choses qui est justement pas assez utilisé, je trouve, en narration. C'est ce havre de paix qui, euh, qui, qui est là, mais qui est là. Tu sais très bien qu'en fait, il est là juste pour être cassé et ravagé juste après. Mais je trouve que c'est très efficace. Ça te prend vraiment au trip parce que à chaque fois, tu vois ces scènes de vie, c'était quelque chose de très léger. Hmm. Et personnellement, ouais, je trouve que c'est quelque chose d'assez efficace. Ah oui, bah, et pour le coup, s'il y a un épisode que je peux citer sans trop en parler, mais c'est l'épisode 12 de la saison 2, où c'est un épisode complètement où on est sorti de l'intrigue, c'est-à-dire là on est complètement de retour à l'académie après de lourdes, des choses un peu plus lourdes ou disons plus politiques. Là c'est Lelouch qui revient à l'académie. Pendant tout l'épisode, c'est super léger, ça fait plaisir. Enfin, on a ce cocon, on retrouve les amis et le comique. On retrouve aussi parce que c'est aussi l'académie, le bureau des élèves est assez éponge de l'humour en fait. C'est un peu c'est là pour ça a ce rôle-là aussi quoi, un peu humoristique, même si on le retrouve ailleurs quand même, mais là il y a une forte concentration ici. Et voilà, on a cet épisode 12 qui, on le sait pendant tout l'épisode, qu'il y a un moment, ça va être un ascenseur émotionnel, quoi. Bon, alors je pense que notre analyse touche à sa fin. Est-ce que ça te dirait de passer à ma chronique personnelle? À ça. Et on aura tellement de choses à dire encore, mais je t'en prie. Très très bien. Bon, alors c'est quand même assez nouveau, hein. On est en train de faire des tests, hein. On peut le voir un petit peu partout. Mais voilà, on a proposé ces chroniques. Je sais pas si il me semble pas que tu les précisé, mais c'est des chroniques mystères pour nous. C'est-à-dire qu'on se les dit pas, on se les dit pas à l'avance. Et alors moi, pour ma chronique mystère, je vais pas faire de texte d'introduction. Je vais seulement passer un extrait et tu devrais comprendre. Je suis Zéro. Avant que vous m'éliminiez, j'aimerais que vous répondiez à quelques questions. Elle est vivante? C'est impossible! Elle a été touchée en plein cœur! Si être faible est si répréhensible que ça, est-ce que le fait d'être fort est juste? Est-ce mal de vouloir se venger? Ressentir de l'amitié pour quelqu'un, est-ce forcément bien? Laissons de côté le bien et le mal. Tu es un appât et une fois que tu as servi, tu meurs. C'est dans l'ordre des choses. Ah oui? Laissez-moi alors le plaisir de bousculer cet ordre. Car moi, Lelouch V. Britannia, je vous donne l'ordre de mourir. Quoi? Oh. Voilà, donc oui. je pense que tu as compris de quoi il s'agit. La version française. Exactement. Alors la version française, moi j'ai découverte un petit peu justement pour cette chronique parce que je n'avais pas eu l'occasion d'y jeter un œil. Comme d'habitude, quand on connaît la VO, ça fait toujours un peu bizarre, ça rebute toujours au début, mais c'est seulement le fait de passer, de changer de voix en fait pour les personnages qu'on connaît bien. Et au final, je trouve qu'elle colle plutôt bien. Là, on a pu entendre notamment Lelouch. Et là, pour le coup, on a un personnage qui est assez bien retranscrit, qui a des bonnes variations dans le ton, etc. Et donc, c'est vrai que Code Geass, c'est quand même une série qui a beaucoup d'émotions fortes et assez complexes aussi à retranscrire. On en a parlé là dans l'analyse, mais il y a des thématiques assez profondes. Et donc, voilà, c'est cette VF que j'ai découverte. Et je me disais, ce serait intéressant d'essayer de deviner quels autres personnages les comédiens de doublage ont pu faire dans leur carrière, les comédiens de doublage donc de la VF de Code Geass, dans le but un petit peu de surprendre nos auditeurs là, et puis toi aussi Evan, qui ont sûrement grandi avec l'une de ces nombreuses voix sur d'autres séries. Alors donc Lelouch, donc il était interprété par Thierry Bourdon.
Est-ce que ça te dit quelque chose, ce nom ? Ce nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur d'autres rôles qu'il aurait joué. Alors bien sûr, donc j'ai sélectionné forcément que des animés dans ce que je vais passer. Mais bon, ils ont une carrière assez longue chacun. Mais là, on se concentre sur les animés. Et donc là, si ça te dit quelque chose, mais que voilà, t'as pas encore d'idée, si je te passe ça, je pense que tu devrais tout de suite trouver. Mais qu'est-ce qui te prend, Cyborg 17 ? Tu es fou ? Nous ne pouvons pas vous laisser nous menacer avec ce boîtier de contrôle et faire ce que vous voulez de nous. Au cas où vous voudriez nous désactiver, je vais détruire ce boîtier. Bien sûr. Voilà, alors est-ce que tu l'as déjà, la VF de Dragon Ball, tu l'as quoi ? Ouais, ben c'est le cyborg. Ouais, c'est C17. C'est 17, oui. C'est 17. Et donc là en fait, c'est vrai que c'est cet effet de on a nos personnages en VF qu'on connaît bien, et puis quand on nous dit ouais mais lui il a fait ça, ah bon ? Et en fait bah là tu vois les voix se ressemblent énormément et pourtant tu vois ça nous revient pas tout de suite. Donc voilà, Thierry Bourdon lui il a fait donc plein de voix, il a fait notamment dans One Piece il a fait Kaku, voilà, dans un des antagonistes de Water 7 pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est vrai que maintenant, tu vois, quand on dit, ça commence à revenir. Et puis, il a aussi fait ce personnage. Il n'existe qu'une seule façon de se protéger d'un utilisateur de naine, c'est de l'employer soi-même. Face au naine, le ten est la seule défense efficace. Sans le ten, le corps ne supporterait pas les attaques de naine. Il finirait comme ce mur. Ah non, voilà, donc... tout, tu vois, tout est lié. C'est ça qui est génial avec... de 99. Non, même pas, c'est celui de 2011. Ah ouais. Ouais, donc c'est bien sûr Hunter x Hunter, et c'est le personnage de l'instructeur de Killua Aegon qui s'appelle Wing, qui leur apprenne le nen. Et voilà, et donc tout est lié, c'est ça qui est génial. Quand on commence à aller rechercher un petit peu dans les fiches Wikipédia, vous verrez que chaque comédien de doublage en France, c'est un petit monde, et du coup, ils ont tous fait plein de séries. Donc oui, il y aura sûrement des séries que vous connaissez. Et puis là, je pense qu'on peut passer au Chevalier Blanc, donc Suzaku Kururugi. C'est parti. Je le savais, décidément, tu n'es qu'un monstre. Alors comme ça, Shirley et Euphie n'étaient que des pions que tu as sacrifiés pour satisfaire tes ambitions. Après tout ce que tu as fait, tu crois qu'il te suffit de me supplier ? Tu crois qu'en te mettant à genoux devant moi, tu obtiendras mon pardon ? Alors tu es sérieux ? Tu crois vraiment que ça suffit pour que je te pardonne ? Pour que tout le monde te pardonne ? Ouais, donc c'est vraiment un personnage intéressant à doubler là. Ouais. Bon, et on peut... Je t'avoue que je suis pas forcément convaincu là, tout de suite. Ah ouais ? C'est quoi ton ressenti, tiens ? Mon ressenti, je sais pas... C'est difficile à analyser ce genre de choses, mais... c'est pas encore... C'est pas encore le ton... Bon, c'est difficile, hein, forcément. Les doubleurs japonais, c'est quelque chose, mais... C'est pas encore le ton que j'attribuerais à Suzaku. C'est moins viscéral. C'est moins viscéral, ouais, dans la façon de dire les choses, moins personnel peut-être. Bon. Pourtant, c'est vrai qu'on ressent quand même toute la frustration un peu du personnage quand il parle. Il y a ces reprises de souffle qu'on entend qui sont vraiment présentes là dans l'extrait. Et je trouve quand même que sur cet extrait-là, moi, ça m'avait quand même frappé, parce que c'est vrai que c'est assez particulier. En France, le drama, c'est pas là où on est le meilleur en termes de doublage. On est quand même plus fort en comédie. Même souvent sur certaines séries ou certains films, il y a ce truc de gens qui disent ouais, bah la VF finalement elle est supérieure à la VO. C'est assez reconnu, mais c'est vrai comme tu dis, c'est particulier, c'est assez difficile à retranscrire le drama dans les voix japonaises. Alors donc le comédien, donc c'est Adrien Solis, et je la connais un petit peu, et toi aussi tu la connais un petit peu. C'est d'autres VF d'un personnage
protagoniste qu'il a fait. Tu bouges, tu es mort. Tu utilises ton naine, tu es mort. Tu essaies de parler, tu es mort. Si tu as compris, ferme les yeux lentement. Bon, j'espère que tout le monde a bien fermé les yeux parce qu'il déconne pas. Donc c'est bien sûr Killua dans Hunter x Hunter, donc la version de 2011 toujours. Et là, on peut voir quand même que la voix est quand même assez transformée, quoi. C'est déjà plus difficile de le reconnaître. Ah, effectivement, oui. Oui, j'ai pas fait le lien là tout de suite. Et donc, par exemple, aussi un autre personnage, il a aussi fait... Les planches, c'est bien, mais toi, ce que tu dois regarder, c'est ça, les storyboards. Il y a le découpage des cases, les ébauches et les textes. C'est un brouillon du manga en quelque sorte. D'abord, on crée un storyboard, puis on le montre à l'éditeur. Celui-ci impose des corrections, puis donne son accord final. C'est seulement ensuite que tu peux te mettre à dessiner les planches. Mais voilà, donc Mashiro de Bakuman. Mais oui. Ah, c'est Mashiro. Je sais pas si t'avais écouté la VF. Non, j'ai jamais écouté la VF, mais du coup c'est Mashiro en plus, c'est pas... Ouais, c'est Mashiro, ouais. C'est vachement... ouais. C'est perturbant, mais c'est du coup, voilà, c'est le protagoniste donc, de la série Bakuman. Donc il y a un lien, hein, puisque on parlait de Death Note depuis tout à l'heure. Là, ce sont les créateurs de Death Note qui ont fait Bakuman. Donc là, on commence à créer du lien un petit peu. Alors voilà, je vais pas tout passer, mais Adrien Solis, il a fait aussi Nagisa dans Assassination Classroom. Et puis juste très rapidement, un autre protagoniste. Ce n'est pas ce choix qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ce monde. Voilà, donc là on est complètement sur du emo, hein, parce qu'on est sur Tokyo Ghoul, donc il a fait le protagoniste, un personnage principal, Kaneki Ken, et je trouvais ça marrant de l'intégrer vite fait parce que cette réplique, oui, c'est voilà, ça résonne avec les... il y a presque la même réplique, hein, dans Code Geass, ce n'est pas moi qui ai tort, c'est le monde, donc... Ça résonnait plutôt pas mal. Hein. Ah bah là c'est plutôt un bon coup. Écoute, puisqu'on est sur les doublages de voix off, moi je te propose de rétablir l'équilibre en passant tout de suite ceci. Voilà, alors là c'était Jun Fukuyama, donc là c'est le doubleur, le comédien de doublage de Lelouch en japonais. Bon là tout de suite on est quand même, voilà, on retrouve quand même l'esprit d'un coup de l'animé, je pense que tu ne le contesterais pas. Ouais, mais c'est de la triche, il avait de la reverb à balle en fait, dans toutes tes extraits. Ah oui, faut les reproduire les effets de reverb aussi. Hein. On a les moyens de le faire. Non mais voilà, donc c'est vrai que le jeu d'acteur, hein, effectivement, c'est quelque chose de très important dans les animés. Et c'est sûrement ce qui nous pousse aussi à beaucoup à adorer Code Geass. Parce que pour moi, je sais pas ce que t'en penses, mais que ça soit la voix de Karen, qui est donc la principale combattante sous les ordres de Zero, que ça soit la voix de Suzaku ou de Zero Lelouch, je suis tout de suite transporté, quoi. En tout cas, c'est un très bon hijack de ma chronique, Evan, merci. Mais voilà, donc moi je vais en profiter pour continuer. Parce que apparemment tu n'es pas encore convaincu de ce choix de VF. Eh bien, je vais continuer sur ma lancée avec donc un personnage d'underdog qui revient tout le temps malgré toutes les péripéties. Hein. C'est un peu le James de Pokémon. Mais on va plutôt l'écouter directement en VF. De toute façon, il va donner son nom dans l'extrait. Je vois, dès qu'on demande où se trouve le louche, c'est l'émeute. Tout ceci grâce à Zero. Je reconnais que votre pratique du combat est de haute volée, mais face à Jérémia Godvald, c'est bien mince. Gros lot lampe rouge. Tu t'es donc à coquiner avec le louche. Je sais, c'est déroutant. Alors toi aussi, tu es tombé sous sa coupe. Voilà, donc Jérémia,
Là, on est sur un comédien qui a pas mal qui a encore plus d'expérience, on va dire. C'est donc Philippe Roulier. C'est une voix qui est quand même qui résonne quand même peut-être pas mal. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, non, mais là on ressent quand même quelque chose d'autre, peut-être un travail un peu plus poussé sur le personnage. Je trouve que ça correspond très bien à Jérémia. Alors, bon, il a fait quelques voix intéressantes, hein. Mais je vais pas en dire plus et je te laisse découvrir. Cet enfant, lui, n'a commis aucun crime ni fait aucun mal. Je te le demande, Garp. Prends bien soin de mon enfant. Mais non. Alors. Mais non. Et si, c'est Roger dans One Piece. C'est la voix de Roger. Le OG, hein, puisque même si vous allez écouter les premières voix, hein, par exemple quand il y a le flashback avec Lockdown, ce genre de choses, c'était déjà Philippe Roulier. Et voilà, donc c'est quand même une voix emblématique un peu de l'animation en doublage français. Et donc c'est quand même super cool qu'on puisse la voir sur cette VF. Alors forcément, il a fait pas mal d'autres voix dans One Piece. Et puis aussi, dans One Piece, il a fait Kuma. Il a fait Mr. Three aussi. Mais alors là, je peux te poser une question. Qu'est-ce qui se passe si on envoie Roger naviguer dans l'espace? Spike, c'est prêt. Tu vas te régaler. Oh. Tonton, c'est prêt. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Un Chinyao Rosu spécial. Et ouais, Cowboy Bebop. Incroyable. Jet Black, compère de Spike dans Cowboy Bebop. Et là, voilà, on a quand même des personnages qui ont vraiment de la prestance, là. Ça, c'est assez cool, mais c'est pas fini. Toujours Philippe Roulier, toujours un personnage qui a de la prestance et un personnage d'une série qu'on a déjà écoutée. Regardez-moi ces gamins, s'ils font pas peine à voir. À force de voler trop près du soleil, vous avez fini par vous brûler les ailes, hein? Rentrez chez vous, c'est pas pour les enfants ici. Moreau de Hunter x Hunter. Ah, il y a tellement de liens. Il a tout fait. Donc voilà, donc là, tu vois, on commence un petit peu plus à peut-être à te convaincre au niveau de cette VF. Mais il s'est pas arrêté là. Il a fait du Yu Yu Hakusho, d'ailleurs. C'était le narrateur, carrément. Et puis, même récemment, hein, dans la VF de Golden Wind, de Jojo Golden Wind, il a fait une petite apparition dans un personnage tertiaire. Donc voilà, c'était pour Jérémia, c'était quand même le personnage GOAT un petit peu de cette VF. Mais il y en a encore un autre, puisque ça va être le personnage de Charles the Britannia. Le 17e et ancien héritier du trône, le louche Britannia. Mon fils, cela faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu. Fils indigne, malgré ta qualité de prince, tu as pris la tête d'une insurrection. Toutefois, tu peux encore nous être utile. Je pense que là, tu peux... Est-ce que tu pourrais le nommer? Le nommer? Ouais. Alors là, non, là, il faudrait beaucoup de... Mais je reconnais. Tu reconnais, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, par contre Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis allé revoir un petit peu les parodies de Retake sur Code Geass, justement. Et il était présent pour jouer son propre personnage, donc c'était assez drôle. Et donc, c'est... attends, je vais pas encore dire, et puis je vais laisser d'autres personnages parler à ma place. Que se passe-t-il? Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? Je suis là pour te combattre et pour te tuer, Ichigo Kurosaki. Étant donné que tu ne t'es toujours pas échappé, je suppose que je peux commencer le combat. Est-ce qu'il joue pas Joseph Joestar dans l'OAV de 93? Mais alors, est-ce qu'il ne jouerait pas? C'est bon, ça va aller, rien de grave. On fait tous des erreurs, vous serez pas le premier ni le dernier. Mais attendez, vous ne seriez pas japonais par hasard? Si? Pourquoi cette question? Mais c'est que ça change tout ça! Cela dit,
suis bien obligé d'admettre que j'aime bien le Walkman. Tu la colles, hein, de Joseph. Trop fort. Et d'ailleurs, là, c'est même pas l'extrait de l'OAV, puisque c'est l'extrait de 2021, hein, puisque c'est la nouvelle, le nouveau doublage VF de Battle Tendency. Ah, mais bien sûr. Et ils ont repris le même acteur. Ouais. Et puis, voilà, donc juste avant, c'était Zaraki Kenpachi dans Bleach, bien sûr. Et donc, ce comédien, c'est Frédéric Soutrel. Je pense que le nom doit te résonner un petit peu. Oui, effectivement. Et dans un registre complètement différent, il a fait ça aussi. Abat les tondeurs flingueurs! Attaque du cobra nasal! T'aurais jamais dû t'attaquer au chef des forces nasales. Tu vas le payer cher. Pour la peine, je vais te faire une nouvelle prise. La technique du poil de nez constrictor. Ma parole, tu es fou, c'est ta coupe afro qui te fait surchauffer le cerveau. C'était beau, hein. Il y avait déjà trop de beau, mais voilà, c'était cette série qui est très connue et qui me tarde de découvrir. Donc voilà, donc on a vraiment des cadors hein, sur cette VF. Et puis on a aussi donc des personnages féminins, parce que là c'est vrai que j'ai présenté que des comédiens masculins. Donc un personnage plus secondaire, mais je pense que tu devrais reconnaître peut-être avec ce qu'elle dit. Quelque chose a bloqué le centre névralgique de son nightmare. La Sakuradine n'émet plus d'énergie. Vous avez été imprudent, professeur. J'ai vu que notre itinéraire avait été posté sur Internet. Son entourage affirme que oui. Pourquoi nous mentirait-il? Qui sait, cette union rétablira peut-être la paix. Ouais, alors par contre là je suis vraiment pas convaincu par le jeu d'acteur. Moi non plus. Mais au moins c'était pour caser un personnage féminin, parce que sinon il n'avait pas assez. Mais est-ce que tu vois qui c'est? Non, j'ose pas le dire en fait. Alors déjà dans la série c'est l'assistante du scientifique hein, dont on parlait tout à l'heure. C'est Cécile. Oui, okay. Mais c'est vrai que pour le coup, moi non plus je suis pas trop satisfait. C'est pour ça que je voulais le mettre quand même dedans pour avoir un petit peu de contraste, de nuance sur mon discours. Là, ça fait quand même bien plus presque parodique. C'est du ouais, il y a un ton du surjeu un petit peu. Hein. Ouais, le rythme de la parole est très particulier, je trouve. C'est ça qui sort. C'est très particulier. Ouais. Donc c'est vrai que là, c'est dommage parce qu'on a quand même des personnages féminins qui sont quand même assez importants dans Code Geass, qui sont des personnages forts, puisqu'ils sont même souvent en première ligne. Et là c'est dommage parce que dans la VF, les personnages principaux un peu féminins, c'était pas vraiment des acteurs, des comédiens de doublage qui avaient énormément d'expérience. Et là, tu vois, c'est la personne qui avait peut-être un peu le plus d'expérience dans le casting féminin. Il s'agit d'Olivia Dutronc, qui fait notamment une voix. Quoi que je fasse, même si je frappe un chaton, même si je t'arrache les oreilles, même si j'exécute des innocents, le monde entier finit toujours par me pardonner. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis belle. Dans One Piece, Boa Hancock. Ah oui. Et là, bizarrement, c'est pas la même. Tu vois, c'est pas la même direction. C'est pas. Oui, bah non, de toute façon, ouais, c'est sûr. Mais... Ouais, c'est toujours un peu complexe. C'est un peu plus maîtrisé. C'est le sujet des versions françaises. Mais alors, ce qui est intéressant avec Olivia Dutronc, et pourquoi aussi je l'ai placée dans cette chronique, c'est parce qu'elle a fait la voix d'un autre personnage dont on a parlé dans les émissions précédentes. Ça s'appelle un saut dans le temps. Un saut dans le temps? Tu as failli te faire écraser par un train. Oui. En étant éjecté de ton vélo. Et l'instant d'après, tu t'es pourtant retrouvé à l'instant d'avant. En quelque sorte. C'est un saut dans le temps. On doit avoir appris que le temps était irréversible. Quoi? Le temps ne recule pas. Et oui, c'est la tante de Makoto. Oui, la traversée du temps. Exactement. Super beau film. Hein. Et puis on aura l'occasion de reparler de peut-être un peu tout ça dans une future émission d'ailleurs. Et donc on arrive déjà au dernier comédien.
mais celui-ci, j'aurais seulement sa VF dans la série. Mais c'est un peu particulier, donc je vais placer la VF. Je suis surpris que vous puissiez vous intéresser à vos congénères, professeur. Son Altesse a une préférence pour les personnages excentriques. Regardez-moi, j'en suis la preuve vivante. Vous êtes optimiste, l'Institut Tomorrow ne pourra pas se le permettre, et le Rosenberg non plus. Mais ça reviendrait à ouvrir grand la porte au terrorisme, et la princesse Nonali a aussi son mot à dire. Donc c'est un des subordonnés de Schneisel. Qui est donc un des antagonistes et frère de Lelouch, qui s'appelle Canon. Et alors, pourquoi est-ce que c'est particulier, ce personnage-là, en VF ? Eh bien, parce qu'il est interprété par Grégory Lenné, qui est le directeur artistique sur la VF du spin-off de Rohan Kishibe. Ah, d'accord. Et donc là, tout est lié. Mais c'est aussi, pour reboucler la boucle, la VF de Takagi dans Bakuman, le deuxième protagoniste. Donc ils se retrouvent tous, tous dans cet univers, quoi. T'as mis la main sur un énorme réseau de doubleurs français. Exactement, donc voilà, c'est déjà la fin de ma chronique, mais c'était pour parler un petit peu de cette VF, parce qu'on avait déjà abordé des VF dans les émissions précédentes, et puis voilà, pour dire un petit peu que c'était un monde qui était assez petit, hein, on peut le voir dans certaines interviews de comédiens de doublage français, ils en parlent souvent, et donc c'est intéressant d'aller piocher un petit peu à droite à gauche pour voir quel acteur a fait quel personnage et retrouver un petit peu ces voix de notre enfance qu'on écoutait à la télé ou même des fois au cinéma. Et je vois que nous avons quelques commentaires dans le chat et ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit peu d'interactivité. Alors on a parlé on voit des questions sur le caractère design de Code Geass qui est particulier. On va justement en parler dans cette partie. Et aussi quelques autres questions sur ce doublage version française. Alors, puisqu'on était justement sur le jeu d'acteur, je te propose de transitionner tout de suite là-dessus. Et ensuite, on pourra ensuite un peu parler de la composition de la bande originale, puisque elle fait quand même un énorme taf dans l'appréciation de cette série. Donc je vous ai déjà fait écouter tout à l'heure Jun Fukuyama avec la voix de Lelouch, voilà, qui transporte autant en tant que Lelouch qui donne son ordre avec le pouvoir du Geass que quand il dirige son armée rebelle en tant que Zero avec les Nightmares. Moi, ces voix-là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles m'ont... Il y en a certaines qui me transportent, et quand je les entends, tout de suite, ça monte, quoi. Je sais pas si ça te fait ce même effet. C'est l'épique, c'est un peu... En fait, c'est l'association, je pense, de la musique, des voix, du rythme dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, c'est vrai que ça permet de transcender un petit peu certaines fois au niveau de scènes bien particulières. C'est des sentiments qu'on ressent un peu. C'est une hype, c'est une grandeur un peu qu'on ressent quand on entend ces voix. Oui, et donc je ne vais pas faire une réplique de ta rubrique, mais pour donner un petit peu d'informations sur quelques doubleurs, on a Takahiro Sakurai pour Suzaku, qui prêtait aussi sa voix à Meme Oshino dans Monogatari, l'animé, et aussi Rohan Kishibe dans JoJo's Bizarre Adventure. Donc pareil, là on est sur un acteur qui a sa notoriété. Et on a aussi pour Charles, donc le grand empereur, antagoniste principal de l'œuvre, on a Norio Wakamoto, qui est aussi connu pour d'autres rôles de méchants, puisque c'est lui qui a donné sa voix à Cell dans l'animé de Dragon Ball. D'accord. Donc voilà. Comme quoi, Dragon Ball, Rohan, on y revient. Hein. Il y a aussi, il y a toujours des liens, et finalement, c'est vrai que il doit y avoir une logique. Ces acteurs doivent être aimés pour leur façon de jouer tel ou tel
tel ou tel rôle, hein. Et il joue aussi notamment, puisque tu as parlé de Cowboy Bebop tout à l'heure aussi, et il joue aussi Vicious dans Cowboy Bebop, donc un autre antagoniste un peu moins notable. Donc c'est vrai que voilà, c'est voilà, moi quand j'entends des répliques de Karen qui est vraiment le perso très pris par personnellement par la rébellion et tout ça. Les autres le sont aussi, mais pour le coup au sein de l'ordre des Chevaliers Noirs contre l'Empire, elle est vraiment et puis en plus elle croit, c'est celle qui a le plus confiance en Zéro, donc ça se sent dans son jeu quoi, quand elle est vraiment anti-britannienne, en tout cas anti-impériale si on peut dire. Ouais, il y a une certaine intensité dans leur jeu quoi. Ouais, il y a une sacrée intensité et puisqu'on parlait de l'aspect graphique, pour répondre un petit peu, j'ai entendu beaucoup de ce type de critiques, enfin en tout cas des gens qui n'arrivaient pas à regarder Code Geass parce que justement à cause de ce problème de character design et de l'aspect graphique peut-être en général aussi de l'œuvre. C'est vrai que moi-même, j'avoue que au début, la première fois que j'ai regardé, ça m'a fait bizarre parce qu'on n'a plus l'habitude en fait de voir ce type de traits. Mais pourtant, quand on regarde d'autres animés de la même époque ou des années 90, c'était la tendance d'avoir ces personnages plus fins en fait, plus filiformes, avec des traits assez sharp quoi, assez des angles aigus, tout ça et je peux comprendre que ça rebute, mais effectivement, maintenant, quand on saute le pas, je pense qu'on s'y fait assez facilement, parce que quand on regarde Evangelion, c'est un peu le même style aussi, c'est différent, mais c'est aussi cette logique assez fine dans les personnages. Après, il faut se dire aussi que le chara design, le style, l'esthétique, un peu des traits, ce genre de choses, ce sont des esthétiques qui sont réfléchies pour complimenter la toile de fond qui est le scénario, qui sont les thématiques. Et donc, voilà, des esthétiques qui rebutent, ça m'a toujours surpris. Surtout que là, c'est pas vraiment extrême, quoi. Ça pourrait être plus logique dans d'autres cas, mais là... c'est plutôt... faut dire que ça va desservir une logique, en fait, ça va desservir une ambiance. Et donc, voilà, si on parlait, et encore, de jeux Bizarre Adventure, ça reste quand même assez sage, hein, on va dire, hein, quand même, dans son esthétique. Mais il y a quand même des mangas qui sont quand même plus extrêmes dans leur esthétique. Je sais pas, par exemple, si on parle des séries de One, l'auteur de One Punch Man et de Mob Psycho, déjà là on est quand même sur une esthétique qui est un peu plus extrême, puisque c'est des traits qui sont quand même bien moins maîtrisés. Alors je parle de ces comics de base, puisque One Punch Man a quand même un super dessinateur, mais par exemple Mob Psycho, là c'est One qui dessine, et pour le coup là c'est vrai que c'est plus, moi je trouve ça plus logique que ça puisse rebuter, puisque tu te dis c'est juste moche en fait, mais non, encore une fois ça permet vraiment de desservir l'histoire pour ceux qui connaissent, et surtout il a un talent en fait à dépeindre certaines scènes pour donner encore plus de puissance en fait. D'un coup ça va tourner vraiment plus sérieux, et donc il y a un gros contraste avec son dessin un peu enfantin, maladroit. Donc je pense que pour revenir à tout ça, au niveau de l'esthétique, tant que c'est pas un truc vraiment ultra dégueulasse, voilà, faut laisser le temps en fait à s'habituer, parce que ce sont des auteurs à la base qui
qui réfléchit à quel style adopter, quel style serait le plus approprié pour leur récit. Oui, et puis pour le coup, Code Geass, ça a commencé par un animé original, donc il y avait direct un studio derrière d'animation. Et ça se voit qu'ils ont fait quand même un sacré travail, parce qu'il y a un truc que je trouve assez épatant, c'est la différence entre les plans larges et les gros plans. Les visages, je les trouve super bien animés. Dans les gros plans, en fait, il y a vraiment un côté relief, presque 3D, en fait. Bon, qu'on retrouve pas sur les visages dans les plans larges, parce que forcément, on n'est plus dans les mêmes valeurs de plans. Mais du coup, c'est bien que ça soit pas tout le temps uniforme, même si ça se voit pas. En fait, c'est une remarque, voilà, voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais pour le coup, je sais pas, quand on s'en rend compte, on a ces gros plans qui arrivent, et souvent les gros plans, bah, ça a un sens dans la mise en scène. On est là pour appuyer un propos, appuyer un visage, une expression, et je trouve qu'ils ont vraiment fait un super boulot sur l'animation des visages, en fait, et sur l'expressivité aussi. Mais ça reste un animé quand même très beau. Oui, et puis même au niveau des couleurs, du contraste vidéo, tout ça, c'est toujours très joli. Bah, notamment l'utilisation de la CG, des effets visuels sur les mechas. C'est jamais sortant, en fait. Il n'y a jamais d'effets trop, c'est vrai. trop sortants, je trouve. Oui, ça nous sort pas de l'œuvre. Et puis oui, bah, les combats sont quand même... pour ceux qui aiment bien, ceux que j'ai interviewés, notamment samedi dernier, qui disaient qu'ils aimaient bien les mangas quand il y avait de l'action et du combat, pour le coup, c'est le genre de choses qu'ils devraient aimer dans Code Geass, parce que l'animation rend les combats superbes, quoi, d'une fluidité vraiment pas mal, et puis bien accompagnée. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit pont vers les bandes originales, la bande originale qui accompagne tout ça, puisqu'évidemment c'est un tout, et il faut savoir en déceler un peu toutes les ficelles. On a donc un duo, encore une fois, pour la bande originale, et ça s'entend quand on écoute l'animé, puisqu'on a deux tendances de musique principales. Il y a d'autres musiques composées par d'autres groupes, comme les openings et les endings, par exemple. Mais globalement, la composition donc, a été travaillée par Hitomi Kuroichi, donc, qui est une chanteuse, compositrice et parolière, du coup, de ses propres chansons. Et Nakagawa Kotaro, qui est donc fils de trompettiste, il me semble... qui a vraiment fils de trompettiste, frère de tromboniste et neveu de clarinettiste, donc qui a vraiment ce bain d'influence de cuivre, de classique et sûrement d'orchestral, quoi, pour le coup, et donc qui nous compose des musiques comme celle-là qu'on va mettre en fond. Mais c'est vrai que c'est toujours pas la bonne musique, quoique c'en était une, mais c'est pas celle que je voulais mettre, qui nous compose des musiques comme celle-là, je veux dire, et voilà, qui nous plonge tout de suite, dans l'action, en fait, et donc là, voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je pense qu'on reconnaît quand même la mise en avant du cuivre. Ah bah clairement, tous les cuivres sont sortis, et pour le coup, moi c'est quelque chose que j'adore en vrai, les cuivres en animé, parce qu'il y a cette puissance qui est là, et on a un peu ce côté du coup jazzy, un petit peu, genre quand l'action arrive, il y a toujours ce côté classe, en fait, vu que c'est le personnage de Zero qui incarne cette classitude. Il y a aussi là je vais revenir sur le design, mais bon, tant pis. Il y a aussi les drapés un peu avec les costumes des personnages qui sont assez amples et tout, et ils en jouent justement. Et donc tout ça, ça fait que on a quand même des actions qui sont assez classe et assez épiques. Et les retournements de situation paraissent encore plus
encore plus intelligent, bizarrement, avec ces musiques, je trouve, dans la composition. On a un peu cet effet, comment dire, tu sais, c'est un peu Lupin ou ce genre de série, quoi. C'est le gentleman cambrioleur, et là c'est le gentleman terroriste. C'est un petit peu ça, je trouve, dans la composition. Bah oui, puisqu'on a le côté épique, orchestral, et ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les musiques sont très courtes, et sont vraiment utilisées comme on les utilise de manière très classique dans un animé, c'est-à-dire vraiment l'album qui est fait, et on les utilise comme leitmotiv à chaque fois. Donc il y a la musique du lancement des mechas, il y a la musique du retournement de situation, donc voilà, on les retrouve, et c'est vraiment toujours 1 minute 30 environ de musique, et c'est une composition qui est comme ça, qui est un flow continu pendant 1 minute 10, parfaitement équilibré, avec son début, son intro, son développement et sa conclusion, quoi. Et c'est ça que je trouve assez fort dans la composition de Nakagawa Kotaro, parce qu'il arrive à faire quelque chose d'une certaine puissance en un si court temps, en fait. Et donc on va avoir aussi en deuxième type, le deuxième type de musique qu'on va pouvoir entendre le plus souvent dans Code Geass, c'est ça. C'est ça. Et là, on est dans la chanson de Hitomi Kuroishi, et on est sur toutes les musiques qui vont représenter ce qui n'est pas sur le champ de bataille, forcément, ce qui est plutôt dans une notion interne au personnage, c'est-à-dire les remises en question de Lelouch, les introspections, tout ce qu'il y a derrière le masque, en fait. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et les sentiments, le sentimentalisme des persos, la sensibilité, leurs sentiments, leurs ressentis personnels et leur attachement à d'autres personnes est traduit dans ces musiques-là. C'est vraiment de la douceur qui s'en ressort de ces musiques. Ah oui, c'est une douceur, puisqu'il y a cette logique de chant qui est un peu qui ressemble, je sais pas ce que t'en penses, à une sorte de synthé atmosphérique. La voix est accompagnée d'une sorte d'effet très, très soft comme ça. C'est ça qui est assez plaisant aussi. C'est assez envoûtant, c'est vrai que autant les musiques de combat ressortent et servent vraiment l'action, autant tu vois, quand à l'époque là, je reviens sur le moment où j'ai connu Code Geass, mais à l'époque où j'ai fini la série, les musiques que je m'écoutais en boucle, c'était ces musiques-là plutôt. Ces musiques plus envoûtantes qui te restent un peu longtemps après. Oui, et puis parce que sûrement qu'on y associe aussi les émotions qu'elle a voulu faire passer, Hitomi Kuroishi, à savoir peut-être la nostalgie, parce qu'il y a quand même un rapport au passé important dans Code Geass, et puis tout ce qui est plus ou moins triste, tragique dans l'œuvre. Et je salue Aaron qui nous suivait tout à l'heure et qui nous dit au revoir. Et en fait, ce duo-là de compositeurs, donc le côté externe, combat, épique, grandiloquent, scandale aussi, dans les musiques de Kotaro, il y a le côté horreur, justice, tout ça, la justice à répandre, et la notion interne donc de Hitomi dont on vient de parler. C'est un peu comme le duo en fait de Lelouch et de Shitsu, parce que je sais pas, il y a ce duo masculin-féminin du gars qui est on lui a donné un pouvoir, mais ça reste un humain en proie aux faiblesses des humains, au sentimentalisme et tout ça, alors que elle est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a une forme de retrait et tout ça, même si elle est humaine aussi à la base. Moi j'ai vu une sorte d'analogie en fait entre la composition, entre ces deux compositeurs-là et les deux personnages centraux de l'œuvre. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que
c'est vrai qu'il y a ce gros contraste quoi, entre le duo de compositeurs. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça à la base, mais tu marques un point sur ce coup. En fait, ça m'est venu en voyant une miniature qui allait avec l'album, justement, l'un des albums de la bande originale, où on voyait justement Lelouch et Shih Tzu dessus, et dans une posture un peu vraiment très complice du haut, mais on sait dans l'œuvre que ça on le voit aussi dans les visuels qu'on voit dans les endings, qui sont des visuels un peu complètement métaphoriques, où on voit des anges, des démons, enfin on voit tous les personnages sous forme d'anges ou de démons, et on a ce côté de la sorcière un peu bienveillante qui protège son humain, tu vois, et qui prend la tête, tu vois, dans les épaules, enfin il y a un côté un peu comme ça quoi. Bon, et je pense que en termes de musique, on a vraiment bien fait le tour un peu de la question. C'est vrai que c'est quand même un animé qui est très bien produit, hein, si on veut un petit peu résumer tout ça, toute la dernière rubrique là. C'est quand même, on a quand même une qualité qui est toujours présente, notamment au niveau de l'animation, au niveau des effets. Il y a aussi les effets sonores, hein, on n'a pas parlé, mais forcément, quand l'échelle des batailles grandit et qu'on commence à avoir plein de mechas à droite à gauche, c'est très important de savoir bien mixer et de bien doser un peu les effets sonores, et c'est jamais trop perdant. Et puis voilà, c'est une musique qui reste en tête quoi, après le visionnage. Tout ça avec les voix, les voix originales ou le doublage, hein, qui sont quand même de très bonne qualité. Tout ça contribue à mettre en valeur les thématiques dont on a parlé dans la première rubrique, qui sont assez poussées. Tout à fait. En tout cas, moi, Code Geass, c'est vraiment un animé que je conseille, et puis que j'ai adoré revoir aussi. Hein, ça, c'est pour plein de raisons qui font que je m'identifie aussi à Lelouch, hein, évidemment. Et autant à Lelouch qu'à Suzaku, d'ailleurs. C'est un peu tout ce jeu de... Je pense qu'il y a vraiment matière pour certaines personnes, certains spectateurs, hein, qui vont découvrir... Il y a vraiment matière à avoir un jeu d'identification au personnage intéressant. En tout cas, je crois qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. On s'excuse encore pour les quelques problèmes techniques. C'est la reprise un peu compliquée. Je rappellerai que nous sommes à la fois animateurs et techniciens pendant cette émission. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de gérer un fil conducteur et des claviers et une mixette sous les mains. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. Écoutez, si vous avez envie qu'on ait une régie pour nous supporter sur ces problèmes, n'hésitez pas à nous faire un don, hein, c'est toujours le bienvenu. Absolument. Et puis oui, c'est vraiment cool de pouvoir reprendre sur un manga aussi intéressant que celui-ci. Et puis voilà, moi j'ai envie de parler de plein d'autres séries, et puis surtout de JoJo, parce que là on va avoir beaucoup de matière à faire, hein, avec tout ce qui arrive. Donc voilà, on va avoir un programme chargé, on va dire. Et voilà, et ce sera un plaisir toujours, évidemment. Donc moi je vous dis à bientôt, et on vous laisse pour notre petit message de fin. Jérôme et Evan ont déclenché la nouvelle phase de leur projet. Le Moriocho ne sera plus comme avant. Tout changement a ses conséquences. Pourront-ils évoluer sans briser leurs racines? Dans le prochain épisode, JoJo's Bizarre Adventure partie 7, Steel Ball Run.